Merci beaucoup aux organisateurs également pour l'invitation. Ce papier, donc inhabituellement, sera présenté en français d'une certaine manière. Inhabituellement aussi, j'ai fait un PowerPoint. Alors la raison officielle, c'est que j'ai pas mal de graphes. La raison officieuse, c'est que ça me permet de vous montrer comme l'université de Glasgow est un bâtiment magnifique, néo-gothique du fin du 19e, et que le climat est parfaitement clément. C'est une photo d'archive. Cette présentation a un double point de départ. Le premier point de départ est une remarque en fait qui n'a pas trait au Conseil européen, mais qui a trait au G7. Putnam et Bain, dans leur ouvrage Hanging Together, qui est un des premiers ouvrages, un des ouvrages fondamentaux sur le G7, ont une expression qui m'a toujours intéressé, intrigué. Ils disent que les sommets tendent à éduquer les leaders. Alors évidemment, ils font référence au G7. Mais intuitivement, je me posais la question d'essayer d'adapter cette problématique au Conseil européen, puisque je pense qu'elle est tout à fait pertinente et pourrait donner lieu à des résultats assez intéressants. Le deuxième point de départ est une relative méconnaissance du Conseil européen en tant que structure, dans le sens où on connaît relativement bien, on fait régulièrement des études sur d'autres institutions de l'Union européenne. On a la Commission, évidemment, l'histoire officielle de la Commission, d'autres institutions, la Banque européenne d'investissement, le Conseil des ministres même presque, le Coreper. Mais on connaît relativement mal le Conseil européen. On le connaît pour certaines relations entre chefs d'État, on le connaît pour certains sommets, mais en tant que structure permanente, on le connaît beaucoup moins bien. Le Conseil européen est une forme d'angle mort, pas seulement de l'historiographie, mais aussi d'une partie de la littérature en sciences politiques qui, notamment dans ces dernières années, s'intéresse essentiellement à l'évolution du Conseil européen après le traité de Maastricht et surtout après le traité de Lisbonne, en ayant relativement peu d'intérêt pour la partie avant 92. Le Conseil européen est une institution hybride. On a tendance à le présenter comme une institution intergouvernementale, ce qui est faux si on prend le communiqué du sommet de Paris et même l'évolution ultérieure du Conseil européen. Le Conseil européen chapeaute, et son but était ça dès l'origine, chapeaute le développement de la partie intergouvernementale de la coopération européenne et la partie communautaire. Le Conseil européen n'en demeure pas moins une institution centrale de la construction européenne. Je ne vais pas passer les prochaines minutes à rappeler les différents sommets importants de la période 75-92 ou même ultérieure. Ce qui est surtout important, comme le relevait Éric Bussière en introduisant le panel, c'est qu'il témoigne d'une nouvelle pratique diplomatique du milieu des années 70, et typique du milieu des années 70, à savoir le développement de réunions régulières et fréquentes entre chefs d'État et de gouvernement, dans le cas du Conseil européen, accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères. L'autre cas, dont parlera Noël Bonhomme tout à l'heure, est évidemment le G7. Comment s'intéresser à l'aspect structurel du Conseil européen ? Il y avait deux questions méthodologiques que je me suis posées une fois établi cet angle d'attaque de la question de la socialisation du Conseil européen. Le premier était d'adopter une méthode prosopographique classique, si j'ose dire, dans le sens étudier de manière statistique les origines, les études, l'âge au moment du premier sommet, au moment du dernier sommet, etc., pour voir les évolutions générationnelles. C'est un type d'étude que j'avais fait pour le groupe des Sherpas, donc des représentants personnels des chefs de gouvernement au G7. Ça fonctionne mieux pour un groupe de Sherpas, à mon sens, que pour le Conseil européen, parce que le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement qui sont quand même des parcours très particuliers. Donc, je vais utiliser dans un instant quelques aspects de la méthode prosopographique, mais je ne suis pas sûr que pour mieux comprendre la structure du Conseil européen, connaître les évolutions de génération soit le plus important. Ça pourrait se rajouter assez facilement, mais je n'étais pas convaincu en démarrant ce travail que ce serait l'approche prioritaire. La question des archives. Alors évidemment, cette présentation est basée sur un certain nombre d'archives. Il est bien évident que pour étudier de manière structurelle, c'est-à-dire l'aspect, encore une fois, macrostructure du Conseil européen qui est sous-estimé, à savoir sur une période longue et sur l'ensemble des États membres,
Une étude d'archives stricte impliquerait la maîtrise d'une dizaine de langues, la consultation au minimum d'une douzaine d'archives d'États membres sur une période de 20 ans pour réussir à trouver des témoignages qui sont extrêmement pointus, extrêmement difficiles à identifier. Je m'y étais exercé pour le cas spécifiquement français, et c'est déjà très difficile. Malheureusement, ma maîtrise des langues européennes n'est pas telle que je puisse consulter les archives danoises, etc. Ça me paraissait donc particulièrement ambitieux et difficile pour maintenir le caractère systématique de l'approche. La solution que j'ai trouvée, qui est expérimentale, donc plus que jamais vos commentaires et réactions seront les bienvenus, est d'essayer de mixer un peu les deux. De garder de la partie prosopographique une approche statistique, étudier combien il y a de réunions qui participent, combien pas de participants, est-ce que ça change au cours du temps, et de pouvoir analyser les conséquences de cette pratique sur le long terme, et donc de ne pas garder simplement, par exemple, les 5 premières années de fonctionnement, mais de garder une partie significative de la période de démarrage du Conseil européen de 1974 à sa formalisation en 92 avec le traité de Maastricht. Un mot de rappel sur la socialisation. J'ai mis une définition très, très générale de la socialisation qui n'est pas très originale. C'est l'apprentissage et la dissémination d'un certain nombre de normes qui permettent ensuite à l'acteur dans son environnement de s'insérer dans le cadre social dans lequel il est. La chose importante sur laquelle je voulais insister est de distinguer dans la socialisation le processus du résultat. J'entends par là que la socialisation pour partie est la structure dans laquelle sont socialisés les acteurs. Et ensuite, il s'agit d'essayer de voir si, effectivement, les acteurs ont eu un comportement changé ou ont maintenu le même comportement après le déroulement de ce processus. Les deux aspects principaux que je voulais aborder dans cette communication ont donc trait d'abord au processus et ensuite au résultat. Pour commencer avec le processus, un élément de départ très, très simple, combien et qui participe au Conseil européen. Donc je disais, participent au Conseil européen les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères. À ceci, il faut rajouter le président de la Commission, un vice-président, je dis un vice-président parce que c'était parfois affaires économiques, parfois relations extérieures, le secrétaire général de la Commission et le secrétaire général du Conseil des ministres. Suivant la coutume que j'ai trouvée dans les archives du Conseil européen, et c'est discutable, mais ça ne change pas fondamentalement le résultat statistique, j'ai mis les présidents de la Commission parmi les chefs de gouvernement et les vice-présidents parmi les ministres des Affaires étrangères. Ce qui est frappant dans ce résultat, donc en comptant simplement le nombre de participants par pays et par catégorie, est que dans la catégorie des ministres des Affaires étrangères, étonnamment, la participation est relativement stable. On n'a pas de différence fondamentale entre les 6 ministres des Affaires étrangères français et les 6 italiens, par exemple. Alors évidemment, une nuance fondamentale est que la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont participé à moins de conseils européens sur la période. Par contre, pour les chefs de gouvernement, on retrouve des caractéristiques beaucoup plus stéréotypées, à savoir 10 premiers ministres italiens pour seulement 2 Français, 2 Allemands, un Portugais, un Espagnol. Au total, on a donc 112 participants au Conseil européen sur toute la période. Une chose est donc de voir les participants, une chose est de voir combien en moyenne ils font de sommets pour voir la stabilité de l'institution. Alors, c'est l'ordre de grandeur qui est important, parce qu'évidemment, j'ai toujours pu faire une erreur éventuelle dans mes comptages. En gros, un chef de gouvernement participe à 14 sommets en moyenne et un ministre des Affaires étrangères à 10. Pour donner un ordre de grandeur différent, il y a 3 sommets par an en moyenne, donc ça fait 3 sommets à 1 an. Donc ça fait quand même plus d'une année de différence entre les deux. La moyenne, comme toute moyenne, est d'une certaine manière biaisée. On pourrait prendre des cas particuliers pour les ministres des Affaires étrangères. Sur les 53 sommets que j'ai étudiés, il y en a 50 pour lesquels c'était le même en Allemagne, en Dietrich Genscher.
Donc évidemment, on pourrait se dire que ça biaise la moyenne. Il était donc, à mon avis, plus intéressant de voir la répartition par nombre de réunions auxquelles les participants ont pris part. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, donc chef de gouvernement comme ministre des Affaires étrangères, la moitié ont fait moins de 10 réunions. En fait, la médiane, donc la partie où on a la moitié des participants en dessous, pour les chefs de gouvernement est à 11, si ma mémoire est bonne, et à 9 pour les ministres des Affaires étrangères. Donc c'est à peu près comparable. Là où c'est assez intéressant, c'est que, grosso modo, on a un tiers des chefs de gouvernement qui ont fait plus de 20 ou plus réunions sur toute la période, ce qui est tout à fait substantiel. Parce qu'encore une fois, si on compte 3 réunions par an en moyenne, ça fait quasiment 7 ans pendant lesquels des participants participent au Conseil européen. Ce qui est intéressant à nouveau est la différence assez nette entre la participation des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères. Par abus de langage, ou pour parler plus vite, on dit toujours que le Conseil européen est une réunion des chefs d'État et de gouvernement, ce qui est donc techniquement faux, puisque les ministres des Affaires étrangères y participent. Évidemment, le biais et cette expression vient du fait que ce sont les chefs de gouvernement qui sont les personnes les plus importantes dans le Conseil européen. Je pense aussi qu'on peut voir ainsi que c'est aussi parce que c'est eux qui sont les personnes les plus stables par leur présence dans le Conseil européen, beaucoup plus que les ministres des Affaires étrangères. Un autre élément qui me semblait intéressant d'étudier pour se rapprocher un peu plus d'une méthode prosopographique classique était de voir quelle était leur expérience avant leur participation au Conseil européen. Évidemment, si on cherche à savoir si les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères sont socialisés par le Conseil européen, si le Conseil européen arrive à être un instrument de socialisation, il faut voir effectivement s'ils ont une expérience antérieure des arènes de la communauté économique européenne. J'ai exclu d'office évidemment les personnes qui... Je n'ai pas compté d'office évidemment les personnes qui avaient simplement pris part à des négociations d'adhésion. Le total est assez intéressant parce qu'on a une cinquantaine qui n'a pas d'expérience des arènes de la communauté économique européenne avant une participation à un Conseil européen. À l'inverse donc d'une soixantaine qui a une telle expérience. Il s'agit fondamentalement de personnes qui ont été ministres dans un gouvernement. Les exemples typiques sont connus, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui étaient auparavant ministres des Finances et qui donc ont l'habitude des grandes réunions européennes dans le cadre de la CEE. Un autre élément important pour étudier la socialisation est d'aller au-delà des questions de moyenne ou de répartition et de voir plutôt les connexions qu'il peut y avoir entre les participants. Une chose est bien sûr de savoir que un tiers des chefs de gouvernement passent plus de 7 ans dans un Conseil européen. Une autre chose est de savoir à quel moment les mêmes personnes restent ensemble. Pour cela, j'ai essayé de présenter une chronologie des participants du Conseil européen. Alors, je suis bien conscient que ce n'est pas facile à regarder, mais la table est présente dans le papier que j'ai fait circuler. On a donc en vertical les différents États membres et en horizontal le nombre de réunions. Ce que j'ai encadré, c'est les périodes qui me semblaient les plus importantes où on voit que les mêmes personnes sont au même moment. Alors on peut évidemment affiner et voir des connexions plus restreintes, comme cette période en 82-84, où on a 5 différents membres ensemble, Léo Tindemans, Olesen pour le Danemark, Chesson pour la France, Genscher et Charalambopoulos pour la Grèce. Ce qui me semblait particulièrement intéressant est la période 89-91 où, de manière assez frappante, tous les membres du Conseil européen restent exactement les mêmes pendant 2 ans, presque. Ce qui est intéressant, parce que si on le compare à d'autres institutions européennes, on arrive à des
4 ans, un président du Parlement européen, par exemple, reste de manière générale en poste pendant 2 ans et demi. Alors ça se renouvelle parfois, mais il reste 2 ans et demi. Là, on reste sur des stabilités qui sont significatives et relativement comparables à d'autres cas. Là, c'est la table pour les chefs de gouvernement qui témoigne encore d'une différence à nouveau entre les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, puisque ce qui me frappait, c'est qu'on voit quand même une stabilité plus forte chez les chefs de gouvernement que chez les ministres des Affaires étrangères. On a un petit peu la même période avec l'exception britannique pour 89-91, mais on a une autre période assez substantielle, 83-86, une période substantielle au début, avec plusieurs membres qui restent ensemble pour quasiment, encore une fois, 2 ou 3 ans. Et surtout Belgique, Danemark, France et Allemagne qui restent quasiment les mêmes, pour une dizaine d'années, ce qui est tout à fait substantiel à nouveau. Donc voilà pour le Conseil européen en tant que potentiel, si j'ose dire, en tant que processus de socialisation des chefs de gouvernement aux problématiques européennes. La question du résultat, maintenant. Je dois revenir pour parler de ce résultat, pour savoir dans quelle mesure les participants au Conseil européen apprennent un certain nombre de règles sur ce qu'on peut appeler la constitution du Conseil européen, qui est une constitution sur un modèle, si j'ose dire, britannique, c'est-à-dire non codifié, informel, et basé sur un certain nombre de textes qui n'ont été codifiés, formalisés que tardivement dans les traités européens, puisque même techniquement, on ne parle du Conseil européen comme d'une institution de l'Union européenne que depuis 2009 et le traité de Lisbonne. Cette constitution est donc basée sur, d'abord et avant tout, le communiqué du sommet de Paris, ensuite un certain nombre de déclarations à Londres en 1977 sur le fonctionnement interne du Conseil européen, le rapport sur la CPE, puisque donc le Conseil européen s'occupait également de la CPE, la déclaration de Stuttgart en 1983 et évidemment l'acte unique et les autres traités par la suite. Quelles sont les normes du Conseil européen ? On pourrait sans doute en trouver d'autres, celles qui me semblaient les plus importantes par rapport notamment à la question de la nouvelle pratique diplomatique du milieu des années 70 et la question d'avoir une discrimination informelle, qui était absolument un des aspects fondamentaux du début du Conseil européen, le considérer comme un moteur de la construction européenne, un organisme central capable plus tard de faire les modifications les plus importantes de l'avenir de l'Union européenne, et, chose fondamentale, notamment pour les pays qui n'étaient pas enthousiastes à la création du Conseil européen, la question du respect des traités. Et on voit de manière très claire, par différents témoignages qu'on peut trouver dans les archives, ou notamment en lisant les comptes rendus du Conseil européen qui sont disponibles sur la période jusqu'en 1986, que ces 3 conditions pour aller vite sont respectées. L'informalité est évidemment difficile, mais elle était difficile dès le début, et c'est toujours une antienne qui revient régulièrement par les nouveaux, qui est mentionnée à chaque fois par les nouveaux participants au Conseil européen. Il faut maintenir cette informalité. On peut se poser la question si c'est un peu un rêve impossible, mais la question est là. Le rôle moteur est revendiqué en permanence par tous les nouveaux membres. Et le respect des traités, d'une certaine manière, on pourrait simplement constater qu'il n'y a jamais eu de cas portés devant la Cour de justice, mais les traités ont été respectés. Les membres les plus sceptiques envers le Conseil européen ne se sont jamais particulièrement plaints d'un irrespect des traités. Et de toute façon, progressivement, le Conseil européen s'est codifié, formalisé et finalement rentré dans les traités. Et donc, par définition, il était assez difficile de ne plus les respecter. Je passe donc assez vite sur cet aspect de normes et de respect des normes pour aller sur le dernier tableau que je voulais vous montrer, qui me semble important, qui est la question de la... Donc pour essayer de voir dans quelle mesure on peut voir une influence de cette socialisation du Conseil européen sur ses membres, de voir la carrière des participants au Conseil européen après leur dernière participation au Conseil européen. On constate qu'il y en a assez peu qui sont impliqués de manière générale dans les institutions européennes. Il y a 9 chefs de gouvernement sur 51 et 13 ministres des Affaires étrangères sur 61. C'est faible, mais ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, sur la proportion qui sont impliquées dans des institutions internationales, l'immense majorité le sont dans des institutions européennes et non pas d'autres institutions internationales. Il y a une forte prégnance de la Commission européenne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si on
regarde sur le nombre de réunions auxquelles ils ont participé, on a grosso modo, ces quelques participants ont fait quasiment 1/5 de toutes les réunions du Conseil européen étudiées sur la période. On a à la fois un total relativement modeste et en même temps une implication assez importante plus tard dans les institutions européennes. Pour conclure rapidement, évidemment, la question éternelle de causalité-causation pose problème ici, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a participé au Conseil européen que nécessairement il va dans une institution européenne plus tard, et ce n'est surtout pas parce qu'il participe à une autre institution européenne plus tard que la source de cette motivation pour continuer une carrière dans la construction européenne vient de la participation au Conseil européen. Donc il y a une multiplicité des sources d'influence. Et il y a aussi une autre question qui est plus difficile à évaluer, qui est la question d'une socialisation au-delà du respect des normes de règles de fonctionnement du Conseil européen, qui est la question de l'harmonisation des vues éventuellement entre les participants. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette approche plus statistique permet de voir très clairement l'émergence d'une nouvelle pratique diplomatique au sein de la communauté économique européenne, d'abord en voyant le Conseil européen comme un instrument de socialisation, son institution graduelle, et surtout de voir cette question de la stabilité notable du Conseil européen à certaines périodes qui, à mon avis, n'est pas nécessairement l'impression qu'on peut en avoir au tout début. Je vous remercie.